les jeunes qui se lancent et qui ont véritablement la niaque et la volonté de réussir, il faut leur faire confiance. Et tu démontres, tu t'engages, tu transpires. Action first, talk after. Moi, je me souviens de réunions publiques où j'avais 200 participants, les agriculteurs, les habitants. Ils voulaient tous me casser la figure à 8 heures du soir pour arriver à dire c'est quoi ce projet. À minuit, ils signaient tous le compromis. Je fais pas mal de conférences en France à l'époque. Aujourd'hui, le NG Énergie Renouvelable, il vient de la petite équipe que j'avais créée. Et puis maintenant, ils sont 350. Ils ont racheté d'autres entreprises. Moi, je suis convaincu qu'à partir du moment où l'intention est noble, vous aurez de la réussite. Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Audacieux, la chaîne qui met en lumière les parcours inspirants des entrepreneurs. Mon invité d'aujourd'hui est une figure importante de l'économie lorraine, puisqu'il s'agit du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle, François Pélissier. Bonjour à vous. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation. c'est moi qui vous remercie. Alors, comme je le disais en introduction, vous êtes donc le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle depuis 15 ans, depuis 2011. C'est ça. Auparavant, vous avez été maire adjoint de Nancy entre 1995 et 2008 et vous êtes ce qu'on appelle un multi-entrepreneur puisque vous avez créé de nombreuses sociétés dans différents domaines, notamment celui des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les énergies renouvelables et plus récemment la construction bois. Alors pour commencer, j'aimerais revenir avec vous sur vos débuts. Oui. Vous êtes né en 1963, vous êtes lorrain, vous avez entrepris jeune. Comment se sont déroulées vos premières années et qu'est-ce qui vous a poussé à monter votre première entreprise avant même d'avoir 30 ans? Alors bon, je suis originaire effectivement du Lévillois, fils d'agriculteur. D'accord. Mon père était trop fragile pour envisager que ses fils reprennent l'exploitation. Donc on est allé faire des études. J'étais allé faire des études à Lunéville, dans un lycée qui s'appelle Saint-Pierre-Fourier, pendant 7 ans à l'internat. Je travaillais plutôt bien. Et donc, je voulais être chercheur. Donc, j'ai regardé les établissements écoles d'ingénieurs qui pouvaient fonctionner. J'en ai trouvé une à Lyon qui avait le nombre d'heures de maths et de physique la plus importante par rapport à toutes les écoles d'ingénieurs et prépa intégrées. Et donc, je suis arrivé, j'étais admis, je suis arrivé là-bas. Au bout de 3 semaines en maths dessus, je me suis dit, oh là là, il y a des gens très intelligents, là, ça venait de toute la France. Je me suis dit, waouh, ok, finalement, qu'est-ce que je fais là? Et je me suis aperçu que, première leçon de la vie, et bien que j'étais pas là où je devais être, que j'étais plus finalement avec une âme d'entrepreneur, de communicant. Et donc j'ai fini quasiment dans les derniers de promo, parce que j'étais engagé dans le bureau des élèves, je montais plein d'opérations. Mais il faut aller jusqu'au bout. Mon premier engagement de cette période-là, quand on prend une décision, il faut quand même la mener à terme, quitte à changer après d'orientation, mais il faut assumer ses choix. Et puis je suis rentré donc, dans l'industrie. Donc, ça s'appelait Rhône-Poulenc à l'époque, l'industrie chimique. J'étais le premier ingénieur, en fait, j'étais diplômé de physique électronique. J'étais le premier ingénieur informaticien, en fait, embauché dans le groupe Rhône-Poulenc, qui était le leader français de la chimie à l'époque. Aujourd'hui, ça s'appelle Novacarb. C'était à La Neuville. Enfin, Novacarb, c'est une petite branche de l'époque. Et en quelques années, en fait, j'ai réussi à faire passer ce groupe comme référence internationale, enfin cette usine comme référence internationale, parce qu'on a déployé tous les outils à l'époque de messagerie électronique. Alors ça ferait rire aujourd'hui votre génération, mais pour avoir une puissance à l'époque de 64 kilos de mémoire, l'ordinateur, il faisait 1 mètre de large, 1,50 m de haut, il faisait 3 mètres de long. Là, on est dans les années 80, pour Exactement. recadrer un petit peu. 80, voilà, moi j'étais diplômé en 86, donc je prends ce job, on est vraiment dans les années 80. C'est votre premier job, quoi. C'est mon premier job. Et là, j'y passe 3 ans et demi et je mets en place en fait tous ces outils-là. Qu'aujourd'hui, on va appeler la messagerie électronique, on va appeler effectivement les premiers intranets, c'était de la messagerie IBM, grand système. Et là, je me dis, il y a quelque chose à faire sur le marché. C'est pas possible, il y a un accompagnement du changement à faire. On a été le seul site à avoir réussi le basculement de toute l'entreprise avec ces outils-là, mais même les contremaîtres dans les ateliers techniques. Donc c'était un challenge. On a réussi à le faire. Et donc je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et donc j'ai effectivement démissionné du groupe. J'avais 27 ans, un peu moins de 27 ans. Et j'ai préparé mon projet de façon importante. J'avais déjà des contrats avant même d'avoir quitté le groupe. D'accord, quelques grands groupes. Et j'ai démarré donc Alcoria, à l'époque, Alliance Communication et Organisation Informatique Avancée, pour déployer les intranets, alors ce que tout le monde utilise aujourd'hui, mais à l'époque, c'était assez révolutionnaire. Et donc, je suis parti sur le Technopôle de Brabois. J'ai acheté, loué une petite voiture, une Clio 2 portes, et puis je suis monté à la Pépinière sur le Technopôle, et puis je me suis lancé. Mais j'avais déjà des contrats clients et j'ai cassé ma tirelire, j'ai emprunté
pour créer cette première entreprise. Alors, qu'est-ce qu'elle proposait, cette entreprise-là? Donc là, on est en 90, du coup, vous avez 27 Voilà, ans à peu près. Ouais. 90-91. Et elle permettait, parce on a eu plus d'une centaine de références après, sur les 6 années de développement, j'étais installé à Paris, au CNIT, Nancy, à Lyon, à Bruxelles. Quand j'ai recédé l'entreprise à British Telecom, on était 70 consultants. En fait, on accompagnait les entreprises à mettre en place tous ces outils-là. Donc, on travaillait pour, à un moment donné, la moitié des boîtes du CAC 40, en fait, on faisait des petites prestations. Donc, on prenait un groupe d'acheteurs ou un groupe de RH et on mettait ça en place et on partageait des bases de données. Parce que l'informatique, avant, c'était que du calcul. Là, on avait la possibilité de partager des documents, de l'information qui n'était pas codée calcul, quoi. Et donc ça a été une vraie révolution. On partageait des documents, on complétait, il y avait des forums de discussion, c'était les premiers forums. Aujourd'hui, ça paraît hallucinant. Les réseaux sociaux, on utilise ça tous les jours. Mais à l'époque, un forum de discussion où les gens répondaient, mettaient un document, les autres répondaient, c'était complètement nouveau. Et donc, on a démontré la valeur ajoutée qu'il y avait dans les entreprises. Et c'est comme ça qu'on s'est développé. En fait, vous avez été pionnier, quelque part, de l'Internet au début que ça existait, quelque part. J'ai été une des premières entreprises en France à développer les solutions de Microsoft. D'accord. Tout ce que vous utilisez aujourd'hui dans l'intranet Microsoft, c'était les premiers outils qu'on a implantés. Et d'ailleurs, il y avait 2 solutions marché importantes. Il y avait Lotus Notes côté IBM et il y avait tout le kit Microsoft. Et les grands groupes du CAC 40 hésitaient. Est-ce que je vais chez Microsoft? Est-ce que je vais chez IBM? J'hésite. Et j'ai décidé de céder l'entreprise parce que une société de service, à 18 heures, son actif, il est sur le trottoir. Il est très facile de tuer une entreprise de service en débauchant 1 ou 2 hommes clés. Vous n'avez pas d'actifs industriels, etc. Et en fait, on faisait plein de projets pilotes. Mais ensuite, quand il fallait déployer sur 2, 3, 4 000 postes de travail chez EDF, chez des grands groupes internationaux, ces clients-là nous jugeaient trop petits, à juste titre, d'accord, parce qu'on n'était pas implanté partout, etc. Donc, ils passaient les projets dans les grands cabinets de conseil. Et en fait, il y a une phrase que j'ai méditée à cette époque-là, c'est « quit when the giants move ». C'est-à-dire, si vous créez une entreprise et que vous êtes sur une niche et qu'à un moment donné, cette niche devient véritablement un marché de référence, les gros se mettent en mouvement. Et si les gros se mettent en mouvement, il y a que 2 solutions. Ils débauchent vos meilleurs éléments et là, vous peinez ou ils vous rachètent. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Et moi, j'étais dans un profil de multi-récidiviste. Multi-entrepreneur, comme je le disais. Multi-entrepreneur, oui. Moi, je suis plutôt... faut se connaître un peu. Il y a des gens plus leaders, il y a des gens plus managers. Moi, ma qualité est plus d'être leader. Manager, c'est pas trop mon truc. Donc, une fois que vous avez développé cette première entreprise, Alcoria, je la confie. Vous l'avez confiée à British Telecom, Voilà, vous l'avez ça. revendue. Donc là, on est en 98. C'est ça. Et selon vous, qu'est-ce qui a fait le succès de cette entreprise, au-delà même que vous étiez pionnier? Est-ce que vous vous êtes entouré d'associés? Comment vous avez fait finalement pour justement pénétrer ce marché du CAC 40? Quelles ont été les clés de votre réussite selon vous? Beaucoup de travail, beaucoup de persévérance. Vous savez, la réussite, c'est franchement, c'est 96% de travail acharné, c'est 3% de talent, et puis c'est ou 3% de chance et 1% de talent, ou 3% de talent, 1% de chance. Mais c'est vraiment beaucoup de boulot. Il faut apprendre à sauter les repas, il faut apprendre à dormir peu, il faut apprendre. Donc au début, les premières années, quand vous êtes sur un marché nouveau, faut y aller. Mais comme j'avais préparé, et du fait de ma référence au sein du groupe Rhône-Poulenc, ça m'a donné une petite carte de visite que j'ai joué à fond. Donc j'ai travaillé pour les filiales de Bouygues, et puis après de là, j'ai intégré, il y avait un cercle des grands décideurs informatiques qui regroupait la moitié du CAC 40. J'ai eu l'occasion de faire une petite conférence là, sur les premiers retours d'expérience. Et puis voilà, puis après, il faut avoir un peu d'audace. La valeur n'attend pas le nombre des années, comme disait l'écrivain. Faut y aller. Faut pas avoir froid aux yeux, quoi. Et puis, je suis tombé sur un expert comptable de Nancy, du groupe Expertise, qui maintenant est devenu Isico, Pierre Nessler, qui avait un grand projet pour tous ces magasins, puisqu'il accompagnait un créateur dans la distribution, qui avait plusieurs magasins. Il m'a confié le challenge. Et il a été très malin parce qu'il s'est dit, bon, ça c'est un gros projet pour lui. S'il le rate, il est mort. Donc il va tout faire pour le réussir. Et il a eu raison. Il a cru en vous. C'est ça. Il a cru en vous. Et je pense que ça, c'est une leçon qu'il faut retenir. Les jeunes qui se lancent et qui ont véritablement la niaque et la volonté de réussir, il faut leur faire confiance.
Parce qu'ils vont mettre toutes leurs tripes, ils iront au bout pour réussir le projet. Et ça leur permet, parce que le premier client, il a pas de prix. C'est celui qui vous permet d'avoir la référence. C'est un peu aujourd'hui, hein, c'est un peu la difficulté. Bonjour, vous êtes qui? Ben voilà, vous avez travaillé où? Ben, c'est mon premier job. Ah, vous n'avez pas d'expérience. Ben non, si personne m'ouvre la porte, j'ai pas de chance. J'en aurai jamais de l'expérience. Donc c'est important. Donc ça a été ma première aventure. Et c'est dans cette période-là que je suis tombé sur un ouvrage à Sciences Po. Euh, un ouvrage assez court, mais très intéressant, qui disait qu'une société équilibrée devait à la fois être en équilibre sur 3 piliers, le développement économique, l'engagement politique et la philanthropie. Et que ces 3 piliers devaient être équilibrés pour qu'une société soit pas trop ultra-libérale et purement business, ou à la limite très économie socialisante, etc., étatique, ou simplement sur la générosité, parce que la générosité, c'est une valeur morale, mais en politique, ça n'a rien réglé. Donc il faut l'équilibre des 3. Et là, j'avais une trentaine d'années, et je me suis dit, finalement, il y a 2 façons de s'engager dans le monde économique. Vous créez une entreprise et vous la conduisez le plus loin possible, et vous en faites une TI, à la limite, belle réussite, super réussite. Vous la transmettez à vos enfants, vous la transmettez à d'autres, d'accord? Mais c'est le parcours de votre vie. Ou vous êtes un serial entrepreneur. Et moi, je me suis dit que serial entrepreneur, ça me correspondait mieux, comme j'étais plutôt leader au départ. Et donc, quand j'atteignais une masse critique suffisante et que le marché devenait mûr, eh bien, je la cédais. Et en parallèle, donc, quand j'avais un peu plus de 30 ans, j'ai rejoint André Rossino pour dire, voilà, la société bouge, il y a des nouveaux outils qui arrivent sur le marché, et il a été très malin, parce qu'il s'est dit, dans une équipe municipale, avoir un petit jeune qui soit sur les nouvelles technologies, ça va faire brancher, ça va faire moderne. Et il m'a demandé de venir à ses côtés. Donc là, on est en 95. Là, on est en 95. On est en 95, vous avez 32 ans. C'est ça. Vous venez du coup, voilà, vous êtes déjà un entrepreneur à succès avec Alcoria. Comment encore, c'était pas encore vendu. C'était pas encore vendu, ça se développait. Voilà. Et comment se fait votre rencontre avec André Rossino qui signe finalement votre engagement politique? En fait, je m'engage, c'est toujours pareil. Hein, vous n'arrivez pas à voir un leader politique comme André Rossino, ministre, etc. Enfin, moi, j'admirais beaucoup. Vous n'arrivez pas, toc toc, bonjour, un peu à la Belmondo. Hein. Vous commencez à être dans des groupes de travail, vous animez. Il faut toujours d'abord donner. Il faut donner du temps, donner de l'engagement, et pour ensuite revendiquer quelque chose. Moi, j'ai une maxime qui ne me quitte pas, c'est action first, talk after. Et tu démontres, tu t'engages, tu transpires, puis après tu dis, voilà, j'aimerais bien poursuivre ci, poursuivre ça. Donc il m'avait repéré dans les groupes de travail, j'avais animé des groupes de réflexion pour Nancy, pour l'aider à préparer son projet, et je lui ai dit, écoutez, moi ça m'intéresserait de poursuivre. Voilà, je peux consacrer, comme j'avais mon triptyque, hein, je veux bien consacrer 1 à 2 journées par semaine. Voilà. Donc il m'a mis sur l'équipe, et c'est parti. Et pourquoi vous engagez en politique en parallèle de votre vie d'entrepreneur? Parce que, comme vous l'avez dit en préambule, vous étiez entrepreneur, vous aviez moins de 30 ans, donc quand même, voilà, des affaires à gérer, une entreprise à gérer. C'est un risque. Et comment vous avez fait finalement pour vous dégager ces 2 jours par semaine pour Nancy finalement? Vous savez, il y a une petite histoire c'est une formation d'un vieux monsieur qui forme des grands patrons et qui, je ne sais pas si vous la connaissez, qui sort pendant la formation un bocal en verre. Et puis, il remplit avec des petits cailloux, il remplit le bocal. Et puis, il dit aux gens, est-ce que c'est plein? Alors, les gens disent, il y en a un quart qui se disent, comme c'est la gestion du temps, il y en a un quart qui dit oui, c'est plein, puis les autres... Eh bien, alors, il prend des petits cailloux encore plus petits, et puis il les met dedans, etc. Et puis, il va comme ça, après mettre de l'eau. Alors, il commence par des cailloux un peu plus gros, après des petits, après, etc. Et il dit à la fin, mais qu'est-ce que vous avez retenu? Et les gens disent, c'est qu'on peut toujours rajouter quelque chose dans son emploi du temps. Et il dit, non, c'est pas ça la morale de l'histoire. Alors, les gens sont tous stupéfaits. Il dit, la morale de l'histoire, c'est que si je n'avais pas commencé par mettre des gros cailloux dans le bocal, j'aurais pas pu mettre tout ça. Donc, dans votre vie, il faut d'abord définir ces gros cailloux, c'est quoi? C'est votre famille, c'est l'engagement politique, c'est l'engagement économique, etc. Et moi, j'ai dit, je vais mettre des cailloux économiques et des cailloux politiques. Et je vais en mettre 2 jours par semaine, 3 jours par semaine, et puis le week-end, un peu de philanthropie. C'est parti de votre feuille de route. C'est ça. Et ça a été ma feuille de route pendant toute ma vie. Alors, c'est compliqué, hein, parce que repartir d'une feuille blanche à chaque fois, vous ne connaissez pas les carnets d'adresses, il faut faire tout un carnet d'adresses, il faut comprendre un nouveau métier, il faut faire les prestations, développer le truc.
Donc c'est du boulot. Donc effectivement, j'ai eu une vie, ouais, plus près de 70 heures par semaine que le contraire. Il faut être sur le charbon tout le temps, hyper actif. Et donc du coup, pendant 2 mandats, vous étiez adjoint, donc d'André Rossineau, adjoint aux affaires économiques, hein, c'est Bah, ça? le premier mandat, j'ai été adjoint et conseiller métropolitain. Et le deuxième mandat, j'ai été maire adjoint et vice-président de la métropole. Et j'avais en charge tout le développement économique et les grands projets urbains. Le centre de congrès. Donc je chômais pas. Ça me bouffait ouais, 2 jours par semaine, les lundis et vendredis, j'étais politique. Du mardi au jeudi, j'étais dans le développement alors d'Alcoria au début. Et ce qui m'avait plu dans Alcoria, c'est quelque part, ça changeait le monde. Moi, j'ai toujours été passionné de ça. Qu'est-ce qui change le monde? L'arrivée des nouvelles technologies, ça a changé le monde. À l'époque, vous êtes trop jeune, mais à l'époque, c'était le mythe, c'était le bureau sans papier. Et on a totalement sous-estimé l'hystérie des réseaux sociaux. Les technologies n'étaient pas là, hein. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est très bien, mais on voit bien que ça manque de canalisation aujourd'hui, hein. C'est vraiment le débordement ultime. Ces outils-là n'étaient pas faits pour cloisonner une jeune génération à 5 heures ou 6 heures de bricolage chez TikTok, etc. Là, on perd son temps, c'est du gaspillage complet d'intelligence et d'énergie de la jeunesse. Mais on avait ces grandes ambitions-là. Et c'est vrai que ça a changé le monde. L'Internet a changé le monde dans la recherche, enfin, dans plein de choses. Et quand j'ai eu fini ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Sur quoi je me relance? Sur quoi je me motive? Qu'est-ce qui peut changer le monde? Et c'est là que je suis tombé, mais l'énergie. En fait, moi, j'ai une personnalité où j'aime bien réfléchir quand je m'enferme. Et je ne suis pas trop mauvais pour essayer d'estimer ce qui va se passer 5 ou 10 ans plus tard. Ça, j'aime bien. Parce que je lis beaucoup de petits trucs partout. En fait, ce qui est important, c'est d'avoir plein de capteurs ouverts. Et c'est pour ça que avoir un engagement dans l'économie, avoir un lien avec la politique, la gestion publique, hein, quand on dit politique, moi, je suis Local, pas. hein. Oui, c'est ça, c'est le développement local. Ça peut se faire aussi dans le monde associatif, ça peut le mettre dans des tas de causes, hein. Et puis la philanthropie, ça permet de rencontrer des gens complètement divers, avec des expériences diversifiées, et ça vous permet de mieux comprendre le monde. Quand vous êtes monoculture, à un moment donné, c'est plus compliqué. On en souffre beaucoup dans notre pays, hein. C'est souvent l'anathème entre la politique et l'économie. Donc moi, j'ai essayé d'être un pont entre les deux cultures. Donc je me suis dit à cette époque-là, qu'est-ce qui peut changer le monde? Et je me suis dit, l'énergie. Et là, bah, quand vous êtes préparé, Pasteur disait toujours, il n'y a pas de hasard pour les esprits préparés. Et là, j'étais dans cette recherche et mon cousin, qui est décédé depuis, Bernard Vernonal, qui était agriculteur dans le village donc où je suis né, dans le Lunévillois, me dit, tiens, j'ai été contacté par des gens qui voudraient faire un parc éolien sur la commune. Et là, je lui dis, tu touches à rien, je prends les rênes. Et là, j'ai développé une méthodologie grâce à la politique qui a permis de faire de moi le premier producteur d'énergie verte 5 ans plus tard, avec le plus grand projet de parc éolien à l'époque, hein. On est en 2005. Je démarre, moi, cette réflexion en 2001-2002. Je prépare les Jeux mondiaux des transplantés à Nancy qui ont lieu en 2003. Je donne des cours à Sciences Po. J'étais dans ma phase de réflexion. Et je conçois toute la méthodologie qui consistait à faire des projets véritablement de partage territoriaux. Donc, on met des habitants au capital. On fédère les communes. On crée l'implantation de celui qui va construire le parc dans le vieux presbytère du village qu'on rénove. J'en fais un projet de territoire. Ce qui fait que là où les autres, pour obtenir un permis, mettaient entre 7 et 10 ans avec des recours, moi, je développais mes permis entre 18 mois et 2 ans. Et là, on est justement à l'intersection entre la politique, Complètement. l'engagement public Complètement. et l'économie. Ouais. Et quand vous démarrez ces projets-là, il ne faut pas les faire parce que ça va gagner de l'argent. Il faut les faire parce que vous voulez apporter véritablement du sens dans le projet que vous faites. Et là, c'était remarquable parce qu'on fédérait les communes. On a fédéré les agriculteurs en partageant les indemnités. On partageait les indemnités entre les agriculteurs qui étaient voisins pour éviter les luttes, les querelles, les jalousies, etc. On affichait, moi je me souviens de réunions publiques où j'avais 200 participants, les agriculteurs, les habitants. Ils voulaient tous me casser la figure à 8 heures du soir pour arriver à dire c'est quoi ce projet. À minuit, ils signaient tous le compromis. Parce que j'expliquais de façon très transparente qui gagnait quoi, pourquoi c'était important d'aller vite, ce que ça allait apporter. Je répondais à toutes les questions, les inquiétudes qu'il y avait à l'époque. Et donc, je suis devenu un élément de référence. J'ai fait pas mal de conférences en France à l'époque, mais ce modèle de développement territorial, hélas, il n'a pas été repris. Alors, comment vous l'expliquez ça, ce fait-là, que vous avez fait des conférences, mais finalement, votre modèle, votre méthodologie, elle n'a pas été reprise ailleurs? Pour une raison assez simple,
c'est que grâce à l'expérience politique, j'ai compris qu'un projet territorial, c'était la gestion des égoïsmes. Et vous le voyez bien dans la société aujourd'hui qui est complètement bloquée, le communautarisme, les exigences des uns et des autres. Chaque fois que vous devez affronter un égoïsme, ben vous êtes en difficulté. Donc, et vous êtes bloqué même. Et on le voit bien aujourd'hui, il faut arriver à conjuguer ces égoïsmes. Et grâce à mes premières expériences avec André Rossino, j'ai décliné ça dans le projet politique. Donc ça voulait dire quoi? Eh bien, on fédère tout le monde et on trouve un avantage pour chacun des habitants. Certains, ils étaient actionnaires, d'autres, ils partageaient les indemnités, les communes partageaient la taxe professionnelle à l'époque. Et on faisait de l'animation, on a fait une salle pédagogique où on a accueilli, je crois que c'est depuis le parc, il y a eu plusieurs dizaines de milliers d'enfants des écoles qui sont passés, etc. Et là, vous avez un vrai projet qui est opposable à l'humanité, j'ai envie de dire. Il y a pas de difficulté. Par rapport aux autres, c'est quoi? Comme ils avaient une chance sur 7 d'obtenir leur permis, et que le développement d'un permis, c'est 200 000 euros, ben, ils couraient partout. Ils ont démarré 7 d'un coup, et puis il fallait qu'il y en ait un qui sorte pour payer les études des autres qui aboutissaient pas. Moi, j'ai pris le raisonnement inverse. Je me suis dit, c'est pas 200 000 euros un projet à développer, c'est 700 000 euros. Je vais mettre 700 000 euros sur la table, donc j'ai emprunté, j'ai utilisé l'argent que j'avais gagné dans la première entreprise, et moi, j'étais tous les jours là-bas. J'ai fédéré, j'ai été voir toutes les personnes âgées, tous les agriculteurs, tous les habitants, pour faire de la pédagogie, etc. Sauf que ma chance, elle n'est pas passée d'1 sur 7, elle est passée à 6,5 sur 7. Et les gens étaient fiers. Michel Dinet, l'ancien président du conseil départemental, m'a toujours dit, écoute, quand j'allais dans le Blas-Montois, avant le projet, les gens étaient toujours moroses, critiques, etc. Depuis que ce projet a été fait, ils ont retrouvé de la pêche, ils ont retrouvé de la fierté, ils se sont mobilisés et ils ont démontré que ce territoire qui n'avait pratiquement aucun atout, Il y avait de la valeur. eh ben, il y avait de la valeur. Et c'est la cohésion humaine, c'est la mobilisation générale, c'est l'intelligence collective partagée qui a fait la différence. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des milliers de projets à développer dans notre pays à partir du moment où, au lieu de s'affronter sur des communautarismes, sur des sensibilités politiques, etc., on ne garde en soi que l'ambition de faire quelque chose de bien, profitable à tout le monde et avec la rigueur du résultat. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans l'idéalisme, dire c'est gratuit, ça ne coûte rien, etc. Non, ça coûte ça, il faut qu'on ait cette rentabilité-là, il faut qu'on puisse arriver à faire le truc, voilà les conditions, voilà comment on y va. Quand vous arrivez à mobiliser les gens, pendant 15 ans, puisque j'ai fait ça pendant 5-7 ans, mais pendant 15 ans, j'ai été tous les ans à l'Assemblée générale de l'association, enfin de la société qu'on avait créée, qui regroupait les 100 actionnaires, qui étaient tous des gens du village, et qui ont touché 5 à 6% d'intérêt tous les ans sur les actions qu'ils avaient prises. Vous vous êtes vraiment intéressé aux gens et oui, vous avez vraiment cherché à les intégrer à vous votre savez, projet. À tous les créateurs qui nous écoutent, si on a, etc., il faut aimer son client. Il faut aimer les gens avec qui on travaille, avec qui on vit. Parce que c'est cette reconnaissance-là qui donne de la dignité à tout le monde, qui donne de l'envie, qui donne du sens. Et si vous arrivez à fédérer ces choses-là, vous êtes capable d'emmener les gens, mais très très loin. Très très loin. Et moi, ça, j'ai réussi à le faire dans mes 3 aventures. Mais après, une fois que vous avez démarré le truc, pourquoi j'ai cédé les parcs éoliens? Parce qu'à un moment donné, moi, j'avais mobilisé déjà 150 millions d'euros. J'avais réussi à lever avec des prêts bancaires. Mais j'avais tellement de projets en développement qu'il fallait que je trouve 400 millions d'euros. L'aventure s'arrêtait pour moi. Et donc, j'ai fait un tour de table européen avec les grands de l'énergie, Enel l'italien, Iberdrola l'espagnol, E.ON l'allemand, GDF Suez. Et GDF Suez m'a racheté. C'est devenu Engie. Aujourd'hui, le Engie Énergie Renouvelable, il vient de la petite équipe que j'avais créée. Et puis maintenant, ils sont 350. Ils ont racheté d'autres entreprises. C'est un super succès. Et donc en 2008-2010, là encore, vous passez à une autre étape de votre vie. Ouais. Votre mandat avec André Rossino se termine. Donc en 2008, Là, j'ai fait 2 mandats politiques. vous avez fait 2 mandats. Des séquences à 12-15 ans, ça me va bien. Donc 7-10 ans dans les entreprises, 15 ans. André Rossino se représente encore une fois. Moi, j'ai dit, bon, bah écoute, je ne vais pas refaire vice-président, maire adjoint une 3e fois. 2 mandats, c'est bien. Vous savez, si vous n'avez pas donné ce que vous aviez à donner dans un délai de 10-12 ans, vous n'allez pas vous retrouver génial à la 18e année. Hein. Vous avez fait le tour, j'avais fait le tour. Donc je lui ai dit, écoute, je me retire, mais j'ai une autre idée, je peux peut-être apporter quelque chose à la Chambre de commerce, côté économique. C'était ambitieux parce que je n'étais pas du tout dans les syndicats patronaux, je n'avais pas milité. Donc les gens m'ont vu arriver comme un éléphant dans un jus de quilles, comme 12 ans avant, quand Rossino m'a pris. Qui c'est ce jeune-là? Et puis il est déjà maire adjoint, alors que pour certaines personnes,
Maire adjoint, c'est la résultante de 1 ou 2 mandats précédents, quoi. Donc je suis arrivé là, mais en parallèle, j'ai eu une introspection assez forte, c'est que est-ce qu'il fallait quand même que je continue toujours dans cette voie-là ou est-ce que à un moment donné, je me dis: «Bon, les affaires ont bien marché, continue et puis tu vas être multimillionnaire, ou va en politique, tu finiras ministre ou et cetera». Et donc je me suis retiré à l'abbaye de Sénanque, depuis l'an 2000, je fais ça tous les ans. Je fais une semaine avec les moines et je refais le point, je réfléchis, je prie, je fais vraiment un travail pour, essayer de voir ce qui a du sens, ce qui est porteur de valeur ajoutée, ce qui est porteur de cohésion et cetera. Et à ce moment-là, j'ai pris cette décision à l'abbaye. Mes grandes décisions, je les prends toujours à l'abbaye quand je fais ma retraite. Et je me suis dit: «OK, c'est bon, je vais aller là». Et là, vous Et vous là, présentez aux élections consulaires, on est en oui, 2011 à peu et près. là, il y a Ouais. plein de problèmes et cetera. Mais c'est drôle, vous êtes aligné, enfin moi je suis chrétien, donc quand je suis aligné avec, voilà, une certaine forme de transcendance, par rapport à l'activité quotidienne, vous avez l'impression que même s'il y a du combat et cetera, vous savez que vous allez avoir au combat, mais vous êtes, comment je puis dire? C'est important, c'est comme les soldats. Quand vous avez une lance, à un moment donné, vous êtes tellement aligné, tellement concentré, tellement en harmonie que toute la force est sur la pointe de la lance et vous avez la force maximale. Et moi, j'étais convaincu quand je suis sorti de l'abbaye, donc c'était 2 ans avant l'élection, je savais que je serais président de la chambre de commerce et que rien ne pourrait m'empêcher de l'être. Et je l'ai fait, j'ai eu plein de combats à mener, mais vous êtes habité avec quelque chose qui est tellement aligné, que ça se sent ou ça se voit sans doute et vous avez une puissance, folle. Et ce qui vous motivait justement dans cette aventure consulaire à la tête de la CCI 54, c'était quoi? C'était d'être utile aux C'est ça, entrepreneurs? oui. Vous-même, vous êtes entrepreneur, C'était de donc vous transformer l'institution, c'était mmh, d'apporter effectivement des solutions aux entrepreneurs, c'était de continuer l'engagement politique sous une autre forme, aider la métropole, aider les territoires à développer des projets. On a créé des agences, on a fait plein de trucs. Aujourd'hui, on est une des chambres de commerce qui est la plus transformée au niveau national, puisqu'on est à 92% d'autofinancement aujourd'hui. On fait 27 millions d'euros de chiffre d'affaires, on faisait la moitié moins quand je suis arrivé. On a 7 filiales, on a vraiment structuré. Ça a été un parcours assez riche, très intéressant, et puis qui permet de rencontrer des entrepreneurs. C'est complètement fou, le génie des entrepreneurs du territoire. Mais on rencontre des gens mais incroyables, dans des métiers complètement tous différents, mais habités par la passion, qui ont envie de bouger. Alors moi qui suis un entrepreneur invétéré, je ne peux que conseiller ça aux gens. Faut être prudent, parce que tout le monde ne peut pas être entrepreneur, c'est clair. Mais ceux qui sont tentés par l'aventure, non, mais il n'y a pas à hésiter. Moi, j'ai quand même pris des gamelles, hein. Il faut pas croire que tout est rose, hein. J'ai fait des erreurs, beaucoup d'erreurs, mais c'est pas important. Il faut juste prendre un tout petit peu plus de bonnes décisions que d'erreurs. Si vous faites 7 erreurs, bah, faut prendre 8 bonnes décisions à côté. Mais c'est comme un sportif professionnel. Ça n'existe pas, quelqu'un qui perd pas de match. Et même qui a des grosses déceptions parce qu'il peut perdre une finale. Et quand je me suis retrouvé en 2008 après cette deuxième aventure, la troisième aventure professionnelle, j'ai pas eu le temps de la réfléchir suffisamment. alors là, c'est Techniwood, hein? C'est ça, Techniwood, Techniwood, Ecologia Techniwood. construction bois Ouais, avec voilà, le j'ai panneau bloc? l'ambition de me Mmh. dire, mais l'énergie verte que je produisais, qui la consomme? Et là, c'est 50% l'habitat. La moitié de l'énergie qui est produite était consommée dans l'habitat, etc. Je me suis dit, je vais aller révolutionner le monde de l'habitat et de la construction. Et là, j'ai pas eu le temps de suffisamment préparer ça. Je me suis fait embarquer par quelqu'un qui a voulu que je prenne des parts, etc. Je me suis retrouvé comme ça dans actionnaire minoritaire d'une entreprise de construction de bois. Le problème, c'est que 6 mois après, il a filé sa dème, je me suis retrouvé donc majoritaire dans les entreprises. Et donc, on a construit un beau projet, très beau projet Ecologia, où on a été sur de la géothermie, des toitures solaires, de la construction bois, un bureau d'études, c'est avec un ami. Et quelques années plus tard, on a eu l'occasion de racheter le site de Salomon, les skis, hein, qui était à Annecy, où là, on a inventé Techniwood, un nouveau panneau bois révolutionnaire. Et donc ça m'a pris de 2010 à 2013. Et là, on a inventé une usine qu'on a construite nous-mêmes avec les ingénieurs et tout ça. On a fait 25 brevets internationaux pour répondre aux aspirations du gouvernement sur la construction durable de l'époque. Ça, c'est en 2014. François Hollande est président. Il doit voter des lois qui donnent les nouvelles normes dans la construction du bâtiment, sans être trop technique. Avant, on était RT 2012, et là, il devait faire de la RE 2020, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment que la performance énergétique des bâtiments, etc., soit très performante. Donc nous, on était prêts. On avait un produit incroyable, un killer market,
Et M. Hollande a la bonne idée de repousser l'application de ces normes de plusieurs années. Donc vous vous retrouvez avec un panneau super qui coûte en gros 10 à 15% plus cher que la réalité du marché. On travaille à cette époque-là avec la moitié des 10 grands promoteurs, enfin avec les 10 grands promoteurs français, les 10 grands constructeurs français. On est connu comme étant une start-up dans la construction bois super, mais la loi ne change pas. Donc les gens continuent à construire en béton. Et il a fallu attendre quasiment l'année 2021-2022 pour que les lois commencent à changer et que d'un seul coup, Techniwood avance. Mais moi, là, j'ai cramé beaucoup de cash par rapport à celui que j'avais gagné. Entreprise industrielle, donc des apports de fonds Ah, là, importants. ouais, par rapport aux deux sociétés précédentes qui étaient des sociétés de services, là, vous embauchez des gens, vous achetez quelques ordinateurs, vous louez des locaux, vous démarrez. Société industrielle, vous commencez par mettre 15 millions d'euros sur la table. Donc là, vous rigolez plus, quoi. C'est lourd. Donc vous cramez du cash de façon considérable si vous n'atteigniez pas votre point mort. Et le point mort, quand le marché dit la norme, elle n'est pas encore obligatoire, on va continuer de se contenter de construire en béton, quand pendant plusieurs années vous êtes dans cette logique-là, il faut assumer. Mais c'est normal. Quand vous gagnez, vous gagnez. Quand vous perdez, vous perdez. C'est la règle du jeu. Vous gagnez une finale, c'est vous les meilleurs. Vous perdez la finale, c'est l'autre le meilleur. Voilà, c'est comme ça la vie. Et donc en 2022, vous décidez de vendre, là encore, Alors, par période de 10 on ans. était dans une logique où on a fait plus de 100 projets en France. On a fait pratiquement des projets, mais fabuleux. 160 logements à Grenoble, R+11. Les gens restent chez eux. Vous enlevez la façade amiantée béton et vous ramenez la façade Techniwood. C'est des trucs de fou. On a fait des trucs de fou. Et aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. Et là, donc, moi, j'ai dit, maintenant, il faut qu'on confie le bébé à une entreprise qui est capable. Donc, on a cédé ça à un groupe extraordinaire qui s'appelle Léon Gross, qui pèse 1 milliard à peu près, et qui, avec Techniwood, il vient de fonder Wiclad, qui est en fait le regroupement de trois entreprises. Une qui faisait des façades, mais en aluminium, une qui faisait des parements un peu sophistiqués, nous pour la construction biosourcée, donc au niveau bois, etc. Et avec ça, ce groupe est en train de devenir le leader européen de la façade. Donc je suis toujours un petit peu dans l'aventure, mais plus opérationnel. Et donc ce sera la 3e aventure et sans doute au niveau professionnel la dernière. Alors Mais entre-temps, il a fallu continuer la chambre. J'ai investi dans un grand projet touristique près de Beaune, le domaine de l'abbaye de Mézières. Donc ça, quand j'ai commencé dans le bois, je me suis dit, tiens, en tant que fils de paysan, je vais essayer de connaître une forêt pour bien comprendre le cycle du bois, etc. Je me suis retrouvé à Beaune par hasard. Expert forestier qui m'a emmené là-bas. J'ai acheté une forêt. Cette forêt, c'était une forêt qui a été plantée par les moines de l'abbaye de Mézières, abbaye cistercienne. Ah bon, très bien, ce que c'est. Et en 10 ans, en fait, toutes les composantes historiques de l'abbaye de Mézières se sont mis en vente. Donc, ce qui fait que je me suis retrouvé à la tête de l'abbaye avec son moulin, son palais abbatial, son château, ses cuves, ses caves, ses granges, l'étang, la ferme. On a créé une ferme biodynamique avec mon fils. Vous avez dû tout rénover de A à Z quelque part. Globalement, oui. Ouais. Donc là, on a investi beaucoup. Et là, je suis gentleman farmer. On a 20 moutons, 6 vaches allaitantes, 3 cochons, on fait 80 poulets par mois, etc. La vigne aussi. La vigne. On a replanté 3 hectares de vigne. Et là, on sort, comme au temps des moines, une vigne en complantation, en bio. Donc, on a les moutons qui viennent. C'est passionnant, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que l'agriculture bio aujourd'hui, tout le monde veut manger bio, mais personne ne veut le payer. Donc, effectivement, ça ne peut pas marcher, quoi. C'est un peu le défaut de cette société aujourd'hui. Tout le monde a des grandes ambitions. Je veux une société qui a du sens, je veux une société qui respecte la nature, je veux une société qui fait de l'alimentation saine. Oui, mais tout ça, ça a un prix. Et aujourd'hui, on a tendance à pas souvent payer le prix que ça coûte vraiment, quoi. Donc, c'est la malbouffe, donc c'est beaucoup de choses. Et justement, alors là, vous êtes entré dans votre dernière année à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie. Ouais. Quel est le constat que vous faites au niveau de notre société? Est-ce qu'il y a vraiment des sujets qui vous tiennent à cœur pour la suite? Et surtout, est-ce qu'il y a des choses dans notre société qui vous gênent et contre lesquelles vous souhaiteriez vous ériger? Alors là, il faut qu'on double le format de l'émission parce qu'on va partir sur un schéma politique. Je pense qu'en gros, une société aussi belle ou aussi riche que ce qu'on a réussi à faire en Europe, elle mérite une attention et une responsabilité de tout un chacun tous les matins. La société aujourd'hui, elle n'a plus vécu de guerre depuis 70 ans. Elle a eu l'école dans d'excellentes conditions, elle a la médecine dans d'excellentes conditions. Elle a bien vécu. Ma génération a très bien vécu. On a beaucoup bossé, mais on a bien vécu.
La jeunesse a bénéficié de cette augmentation du coût de la vie. Et on s'est dit, ça y est, après l'effondrement du mur de Berlin, c'est gagné, Fin de la société l'histoire. occidentale, fin de l'histoire. On rentre dans la post-histoire, etc. C'était une grave erreur. Une société, une famille, et on le voit bien aujourd'hui, hein, une famille sur deux explose en vol. Une famille, une entreprise, une mairie, une école, un club de foot, ça nécessite de l'effort de tout le monde, des bénévoles, des jeunes, des moins jeunes. Il faut que tout le monde s'y mette. Et aujourd'hui, il y a trop de laisser-aller. Il y a trop de laisser-aller, c'est pas possible. On le sait bien qu'il y a un vrai problème de génération aujourd'hui. Il faut que, par exemple, tous ceux qui partent en retraite aient conscience qu'ils vont être 25 ans à 30 ans en retraite. La jeune génération, elle va être explosée de payer un coup de retraite aujourd'hui. Quand vous avez 7 cotisants pour un retraité, ça marche. Quand vous avez 3 cotisants pour un retraité, ça ne peut plus marcher. À l'école, aujourd'hui, il va falloir accepter qu'avec la dénatalité, il va falloir réformer toute l'éducation nationale. Mais il n'y a plus d'enfants. Il faut qu'on devienne beaucoup plus responsable, beaucoup plus respectueux. Aujourd'hui, moi, je suis effaré de voir la progression des filles, par exemple, aux dernières élections municipales. À Sciences Po, mais également dans la société Dans dans la son société en ensemble. général, avec des choses très clivantes. Toute la classe politique qui nous a amenés sur le communautarisme aujourd'hui. Mais c'est pas avec le communautarisme qu'on fait société. C'est pas vrai. C'est avec respect, c'est avec écoute, c'est avec tolérance, c'est avec résultat aussi. On ne peut pas se contenter de dire, là je m'adresse à la jeunesse, si vous prenez un job, c'est pas un job pour 6 mois, puis après dire, tiens, j'ai envie de faire le tour de l'Europe, je démissionne. Non, il faut s'engager un minimum. Il faut être responsable. Et ça, je pense que c'est ce qui manque le plus aujourd'hui. Moi, j'ai un triptyque qui me guide depuis 30 ans. C'est pas très compliqué. C'est informé, constructif, responsable. Il faut être informé. Parce que si vous n'êtes pas informé, que vous n'allez pas à la source de l'information, vous parlez de n'importe quoi. Dans quel état est la justice, dans quel état est la santé, dans quel état est l'éducation nationale, dans quel état est le monde. Il faut s'informer. Et pas faire que du TikTok toute la journée, quoi. Il faut s'informer vraiment à la source de l'information. Parce que les réseaux sociaux, aujourd'hui, vous l'avez vu, hein, leurs algorithmes sont faits pour, mettre plus de haine et d'opposition Et des que de fake news. véritablement donner de l'information transparente. Donc, il faut s'informer. Une fois qu'on est informé, il faut se dire, bon, bah alors, qu'est-ce que je peux faire pour être constructif ? Parce que critiquer, c'est bien. Mais donc, comment je peux amener des idées pour dire, bah oui, ça, je suis pas d'accord, mais moi, je propose ça. Et puis après, il faut être responsable, quoi. Il faut être responsable. Si c'est pas votre idée, mais qu'elle est bonne, il faut la soutenir. Il faut être responsable dans le fait que, bah non, vous pouvez pas dépenser plus que ce que vous gagnez. Vous pouvez pas être responsable en envoyant tout par-dessus l'épaule. Il faut assumer des responsabilités, il faut s'engager. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'il va falloir reprendre, parce que là, je pense qu'il y a quand même une génération qui... ça va être un peu difficile. Et donc là, en 2027, à la fin de votre mandat, qu'est-ce que vous allez faire? Du coup, est-ce que vous allez toujours être dans cet aspect philanthropique quand vous dites vous êtes fidèle à un triptyque, c'est politique, économie, philanthropie? Est-ce que vous allez plus donner du temps à la philanthropie, notamment par l'intermédiaire de l'école de la deuxième chance, viser la jeunesse, aider cette jeunesse peut-être un petit peu désœuvrée aujourd'hui en 2026-2027? Alors, il y a un sujet qui me taraude, oui, ça fait une dizaine d'années. Je ne sais pas encore comment le prendre, mais c'est sûr que le constat que je fais aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas espérer avoir une société en équilibre et apaisée avec une jeunesse aujourd'hui qui est avec des impasses au niveau de l'emploi, au niveau de la formation, au niveau de sa culture, au niveau de sa confiance en l'autre, au niveau de l'amour, au niveau de l'amitié. Je suis frappé par énormément de solitude. Je suis frappé par une génération qui subit de plein fouet un manque de confiance parce que les parents ont divorcé, la société s'est éclatée, etc. Elle s'est radicalisée, cette jeunesse, c'est pas possible. Avec l'école de la deuxième chance, à la présidence de la Chambre de commerce, on accompagne 1100 jeunes par an. Et aujourd'hui, la Cour des comptes nous dit que dans notre département, c'est 19 000 jeunes qui sont sortis des radars entre 15 et 20 ans. Mais vous vous rendez compte, c'est une bombe, ça. Ils sont pas au boulot, ils sont pas à l'école, ils sont nulle part. On ne sait pas où ils sont. Je suis papa, maman, machin. Ils n'ont pas de perspective. Attendez, le RSA, c'est pas un but de vie. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, à partir de là, j'ai créé un fonds de dotation qui s'appelle les Allumeurs d'étoiles. Et je voudrais réfléchir sur comment arriver à accompagner ça. Je pense qu'il faut qu'on invente des solutions nouvelles parce que si on fait gérer par les éducateurs spécialisés tous les organismes qui existent et qui font leur travail, c'est pas le sujet, mais vous ne pouvez pas avoir un fonctionnaire salarié d'une collectivité territoriale ou d'un organisme public
aux 35 heures, quand il s'est occupé de 10 ou 20 jeunes, la coupe est pleine, quoi. Mais si c'est des centaines de milliers de jeunes qui sont à côté de la plaque, qui sont désœuvrés, qui sont en exclusion, et on ne va pas embaucher 1 million de personnes. Financièrement, ce n'est pas possible. Donc j'aimerais utiliser l'intelligence artificielle d'un côté pour essayer de profiler des équipes de bénévoles, mobiliser les chefs d'entreprise pour accompagner ces jeunes. Parce que le problème, ce jeune aujourd'hui qui est en désœuvrement, si vous lui trouvez un boulot, c'est bien. Mais si vous ne l'avez pas regardé sa formation avant, si vous n'êtes pas occupé du logement, si vous n'êtes pas occupé du permis, il y a plein de jeunes aujourd'hui qui ne peuvent pas se déplacer. Permis. Si vous n'êtes pas occupé peut-être des failles psychologiques qu'il a, parce qu'il a vécu une enfance compliquée, il a vu des Accident de choses pas belles. parcours. D'accord. Il y en a qui sont malades déjà, qui ont des problèmes de santé, etc. Donc il faut être avec une approche complètement systémique. Mais pour faire ça, c'est pas facile. Moi, j'ai essayé d'accompagner une dizaine de jeunes là, au cours des dernières années. Je me suis planté. Pas sur tous, mais j'ai accompagné 2 SDF, par exemple, à qui on a trouvé un boulot, trouvé une formation, trouvé un logement. On se dit, putain, génial, quoi. Ça a tenu 18 mois. Après, retourner dans la rue. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup? Eh bien, je ne sais pas. Certainement qu'on a raté un accompagnement psychologique. Peut-être qu'il aurait fallu l'accompagner plus souvent. Vous savez, ces jeunes-là, en fait, j'ai presque envie de dire, c'est presque tous les soirs qu'il faudrait les revoir pour voir le bilan de la journée. Moi, je suis tellement occupé que je les voyais un call toutes les semaines, etc. Mais quand il y a des expressions de colère, quand il y a des expressions de doute, quand il y a des expressions comme ça qui d'un seul coup, c'est des pulsions. Si vous n'êtes pas là pour la traiter le mercredi soir et que vous rappelez simplement le samedi, c'est trop tard. Donc il faut vraiment qu'il y ait une mobilisation vraiment bienveillante, mais qui en même temps demande aux jeunes de prendre la main qui est tendue et de faire aussi son effort de son côté. Sinon, on est dans l'assistanat pur et dur et ça ne marche pas, ça. Donc je pense qu'il faut repenser certaines méthodologies, s'appuyer sur tous ceux qui existent déjà et qui font bien leur travail, mais trouver des solutions. Trouver des solutions. Il faut les trouver. On accompagne à l'école de la deuxième chance. Je vous donne juste un exemple. La Côte d'Ivoire. Quand je suis avec le Premier ministre de la Côte d'Ivoire pour discuter comment on peut implanter des écoles de la deuxième chance en Côte d'Ivoire, moi, il m'explique juste que demain matin, il n'est pas sûr d'être Premier ministre, qu'il peut sauter pendant la nuit. Il suffit que les jeunes descendent dans la rue. Lui, son problème, c'est 12 millions de jeunes entre 15 et 22 ans qui sont sans perspective. Vous vous rendez compte? Nous, on gère 1000 là. On va en Côte d'Ivoire pour parler de 10 millions de jeunes. C'est des bombes. Donc tout cet accompagnement-là de la jeunesse, et chez nous, la jeunesse, en plus, elle est en décroissance, quoi. En décroissance complète. Donc si vous n'avez pas de jeunesse, comment vous faites demain, en termes de démographie, pour soutenir l'allongement de la vie? C'est explosif. Donc c'est le grand défi de demain. Et moi, j'ai ma petite tête... Vous y réfléchissez, quoi. Oui, il y a mon algorithme. C'est des questions qui vous taraudent, quoi. Donc l'algorithme tourne à vide, là, pour l'instant. Puis à un moment donné, je vais appuyer sur le bouton et puis il y a une méthodologie qui va sortir. Et puis ça y est, je me connais. Ça va repartir comme un 14. Mais pas tout de suite. Il faut que je termine le chapitre de la Chambre de commerce correctement. Je suis en train de transmettre mes activités aux enfants. Et donc, ce sera peut-être le prochain challenge. Donc, effectivement, demain, il faudra mobiliser des jeunes. Il faudra mobiliser des plus âgés, des seniors, des gens à une activité pour essayer d'apporter une solution, parmi tant d'autres, mais d'essayer d'apporter, là encore une fois, sa pierre à l'édifice pour construire la société de demain, quoi. Alors, en tant que président de la CCI, vous êtes aussi l'initiateur du Cercle Lyotais, Oui. justement pour mettre en relation les différents acteurs du territoire, que ce soit des acteurs politiques avec des parlementaires, des acteurs économiques, etc. Est-ce que vous pensez que la réussite économique d'un territoire et plus encore la réussite peut-être économique de la France se joue sur la capacité des acteurs qui composent ce territoire à se parler? Complètement. C'est même assez fou de voir que vous prenez des personnalités. On l'a vu aux dernières élections municipales, par exemple. Prenez personnalités de gauche et personnalités de droite. Quand un maire il est réélu à plus de 60% des voix, premier tour, c'est clair, il est bon. Pourquoi? Parce que quand il est dans son territoire, il fait ce qui est pragmatique. Dès que vous vous transposez dans le schéma national, c'est beaucoup plus compliqué. L'idéologie reprend ses droits. Tant que vous n'avez pas été en responsabilité, c'est facile d'avoir de l'idéologie. Facile de dire qu'il faut raser plus blanc que le blanc, qu'il faut ceci, qu'il faut cela. Une fois que vous êtes en responsabilité, c'est compliqué. Et pour être en responsabilité, il faut gérer les égoïsmes, comme on disait tout à l'heure. Il faut vraiment que les chefs d'entreprise, les élus, les gens qui sont dans le monde associatif travaillent
ensemble. C'est la qualité d'une équipe et son audace, son ambition qui fait le succès. Plus que le talent de l'un ou de l'autre tout seul. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus rien faire tout seul. Vous avez besoin d'une équipe. Et il faut avancer avec pragmatisme. Donc, c'est en faisant cela que demain, on peut avoir un projet qui, au lieu de se faire en 4-5 ans, peut se faire en 18 mois. Parce que le préfet, qui connaît très bien le chef d'entreprise, parce qu'il l'a rencontré au dénivelé, qui lui-même connaît le député, qui lui-même va actionner le président d'une métropole ou d'une communauté de communes, eh bien, ensemble, ils vont voir que le projet fait sens, que c'est de la création d'emplois, de richesse. Et bien, s'ils se connaissent, s'ils s'apprécient, et apprécier les gens, ce n'est pas forcément avoir la même opinion qu'eux. Vous pouvez apprécier quelqu'un qui pense différemment de vous. Mais est-ce que effectivement sa pensée se traduit dans les actes? Parce qu'en fait, aujourd'hui, en France, c'est dis-moi ce que tu penses et je te dirai qui tu es. C'est pas suffisant parce que vous pouvez penser n'importe quel délire, et on le voit aujourd'hui sur la scène politique. C'est pas ça pour moi qui est important. C'est dis-moi ce que tu fais, dis-moi ce que tu as fait et je te dirai qui tu es. Est-ce que ce que tu fais, ça porte du fruit? Est-ce que ce que tu fais, ça a des résultats? Ça m'intéresse. Ce que tu dis, c'est peut-être tellement utopique, tellement idéologique, tellement même monstrueux que je ne sais pas ce que ça va donner. Et pour l'instant, il y a plusieurs pensées où moi, je suis plutôt effrayé. Et qu'il n'y a rien à en attendre, à part du chaos. D'accord? On le voit aujourd'hui dans la géopolitique internationale, comme dans notre politique à nous. Ce n'est pas les grandes idéaux stériles. La France, ça fait plus de 40 ans qu'elle est en déficit. Elle n'a pas fait de réforme de structure suffisante. Donc on voit bien que les idées, c'est pas suffisant. Ce qui est important, c'est les actes. C'est les actes. Et repartir de la base, repartir du territoire, repartir des citoyens qui composent ce Complètement. territoire. Avoir des capteurs, d'où le partage de ces multiples activités, ça c'est important. Deuxièmement, avoir une intention qui est noble, c'est-à-dire du sens mais qui profite à tous, d'accord? Et après avoir du courage. Si vous avez ces 3 trucs-là, que vous voulez faire un truc qui a du sens, qui avec une bonne intention et que vous avez du courage, mais vous allez fédérer autour de vous, c'est évident. Vous allez fédérer. Vous allez prendre vos gamelles, vous allez transpirer grave, il va falloir faire preuve de volonté et de courage. Mais moi, je suis convaincu qu'à partir du moment où l'intention est noble, vous aurez de la réussite. Alors François Pélissier, on arrive à la fin de cette interview. C'est quoi pour vous être audacieux? Bon, moi, je pense qu'il ne faut pas aller chercher de grandes définitions. Quelqu'un qui aujourd'hui, à 20 ans, se dit je vais essayer de trouver l'âme sœur, je vais essayer de fonder une famille, je vais essayer de m'épanouir dans mon boulot et de penser aux autres, ben là, vous avez placé le curseur en termes d'audace à un haut niveau déjà. Vous savez, l'audace, c'est pas un grand coup de génie d'un seul coup, une idée merveilleuse qui tombe. L'audace, c'est de faire un petit pas tous les jours. Et croyez-moi, faire un petit pas dans ses convictions tous les jours pour essayer d'améliorer la vie de sa famille, d'améliorer le confort de ses enfants, d'être en harmonie avec ceux qui vous entourent, de donner du boulot à un salarié, de réussir un contrat, ça c'est audacieux. Lyoté, vous parlez du club Lyoté, j'ai relu effectivement, parce que c'est un maréchal de France, etc., qui sur le management a écrit des choses extraordinaires, et notamment Lyoté, il écrivait des lettres, il écrivait dans ses carnets, et vous avez des lettres qui sont... quelle journée aujourd'hui et quelle satisfaction d'avoir pu faire 1 kilomètre de route, d'avoir apporté du lait dans une école, d'avoir défriché, tel machin. Vous voyez, cette audace-là, cette noble audace, c'est des petits pas tous les jours. Et je pense qu'il y a des gens audacieux aujourd'hui qui, en gagnant le SMIC, se lèvent à 6 heures du matin pour être debout, dignes, élever leur famille, avancer, faire leur boulot. Des petits boulots, on l'a vu pendant le Covid. D'un seul coup, on s'est aperçu que la société s'arrêtait parce qu'il y avait plein de petits boulots qui ne pouvaient plus bosser. Et que ce qui a fait tourner la France pendant 6 mois, c'est la caissière, c'est le boulanger, c'est etc. Donc l'audace, c'est ça. L'audace, c'est réussir sa vie. Avoir l'audace de réussir sa vie. Pas réussir sa vie au niveau réseau, financier, connaissance. Non, réussir sa vie. Pas réussir dans la vie, réussir sa vie. Et ça, c'est audacieux aujourd'hui, compte tenu de la complexité de la vie dans laquelle on vit. Et la joie de l'âme est dans l'action. Absolument. Je vois que vous avez bien retenu le message de Lyoté. La joie de l'âme est dans l'action. Effectivement. Et c'est de Lyoté, cette Ouais. phrase-là. Donc, on va terminer par là, en tout cas, François Pélissier. Merci à vous, encore une fois, d'être venu nous voir aujourd'hui. Et puis, écoutez, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Eh ben, d'être audacieux, continuez à l'être.
Écoutez, en tout cas, bonne fin de mandat à vous. Merci. Et puis on espère vous recroiser, pourquoi pas, dans nos réseaux. Aussi, on a un club Ah d'affaires, bah, bien les volontiers. Audacieux. Et quand on parle de cercle lyottais, de réseau d'affaires, nous, on s'inscrit totalement, les Audacieux, dans cette logique-là. Mais bravo et continuez les audacieux à l'être, à donner la parole à plein de gens. On a besoin aujourd'hui d'histoires positives pour donner le courage aux gens de se dire mais ça peut être moi, ça peut être moi, ça peut être moi. Vous savez, moi je ne suis pas révolutionnaire, je ne suis pas génial. Je travaillais, et bon, on y arrive. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux portraits d'entrepreneurs inspirants. D'ici là, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne, à nous suivre sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt. Au revoir.